J'étais en voyage d'affaires et je discutais avec ma femme sur FaceTime. Chaque soir, même routine, même sourire. Mais un soir, alors qu'elle s'éloignait de l'écran, j'ai aperçu quelque chose de mon côté du lit. Une montre Rolex. Pas la mienne. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste souri, raccroché et réservé mon prochain vol retour. Je ne lui ai rien dit. J'ai utilisé un double de mes clés, je suis entré, musique à l'étage, rire. J'ai commencé à enregistrer avant même d'avoir mis les pieds dans l'escalier et d'avoir ouvert la porte de la chambre. Voilà le truc avec les voyages d'affaires, c'est un peu comme un camp d'été pour adultes, sauf qu'au lieu de fabriquer des bracelets d'amitié, on fait des présentations PowerPoint qui endormissent les gens plus vite que la musique d'ambiance. Je m'appelle Marcus et je fais ce numéro d'entreprise depuis 8 ans maintenant. Cette semaine-là, j'étais à Boston pour un sommet financier chic qui promettait de révolutionner la dynamique synergétique des marchés, ou je ne sais quel jeu de mots à la mode que les organisateurs faisaient ce trimestre-là. Pendant des jours, assis dans des salles de conférence qui sentaient le café rassis et les rêves brisés, à écouter des types en costume expliquer pourquoi leur entreprise était la prochaine grande entreprise. Ouais, d'accord. La moitié de ces clowns n'arrivaient pas à équilibrer leur compte, mais bon. Parlez-moi un peu de vos solutions blockchain disruptives, Brad. Les journées étaient dures. Panel après panel, des financiers essayaient de se surpasser en alpha, tandis que moi, assis là, à prendre des notes, je me demandais si c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Mais bon, l'argent était bon et quelqu'un devait bien payer l'hypothèque de notre petit bout de paradis suburbain. Mais c'est là que ça devient intéressant. Même si ces conférences étaient abrutissantes, même si les dîners de réseautage se prolongeaient jusqu'à tard, même si j'étais complètement à court de whisky haut de gamme qu'un gestionnaire de fonds spéculatifs me proposait, je disais toujours, que je contactais Jasmine par FaceTime avant de me coucher. C'était notre truc, notre rituel, notre petit bout de normalité dans le chaos des voyages d'affaires. Elle était levée sur notre canapé, vêtue généralement d'un de mes vieux t-shirts de fac, qui avait connu des décennies plus belles. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules. Mon Dieu, qu'elle était belle. Elle me coupait encore le souffle après 5 ans de mariage, ce qui, selon tous les hommes mariés que je connaissais, était soit un miracle, soit un délire. Probablement les deux. Comment s'est passée ta journée, chérie, me demandait-elle, et je me lançais dans une histoire sur les absurdités de l'entreprise dont j'avais été témoin. Elle riait au bon moment, et mettait ses petits sons compatissants quand je me plaignais des murs fins de l'hôtel ou du type à côté de moi dans l'avion qui pensait que le déodorant était facultatif. Ces appels étaient mon point d'ancrage. Ils me rappelaient que quelque part dans notre maison, avec le robinet qui fuyait et le jardin qu'elle essayait toujours de maintenir en vie, quelqu'un se souciait vraiment de savoir si je survivais à une autre journée de calcul et de conversation banale. Jeudi soir est arrivé et j'étais crevé. Le sommet se terminait le lendemain et j'avais déjà survécu à 3 jours de présentation de prévisions financières qui auraient pu être des emails. J'étais dans ma chambre d'hôtel, un de ces établissements commerciaux classiques où tout est beige et où les œuvres d'art au mur semblent avoir été achetées en gros, comme si elles n'étaient pas des peintures qui ne choquent personne. Je me suis affalé sur le lit qui semblait rempli de cartons et de déceptions. J'ai desserré ma cravate et j'ai appelé Jasmine. Le téléphone a sonné 2 fois avant que son visage n'occupe tout l'écran. Et d'un coup, le stress de la journée a commencé à se dissiper. « Voilà mon bel homme d'affaires », a-t-elle dit. Un sourire taquin au coin de ses lèvres. Elle était dans notre chambre. Notre chambre, vêtue de mon vieux t-shirt des Yankees, celui avec le trou près de l'épaule gauche qu'elle refusait que je jette. « Dis donc, ma belle. Je te manque déjà ?» Désespérément, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Cela signifiait que je lui manquais, mais qu'elle n'allait pas admettre à quel point. Comment s'est passé le sommet important d'aujourd'hui? As-tu révolutionné des synergies? Tu vois, c'est pour ça que je l'ai épousée. Elle m'écoutait vraiment quand je me plaignais du travail. Je me souvenais de ce langage d'entreprise stupide qui me donnait envie de me cogner la tête contre les murs. On a discuté pendant une 20aine de minutes de tout et de rien. Elle m'a raconté sa journée, un drame à l'agence de marketing où elle travaillait, comment notre voisine, Madame Patterson, était convaincue que des écureuils complotaient contre sa mangeoire à oiseaux. Comment elle avait essayé de préparer ce plat de pâtes que j'aimais et qu'elle l'avait à peine brûlé cette fois. C'était parfait, normal, exactement ce dont j'avais besoin. Puis elle s'est levée pour aller chercher de l'eau dans la cuisine. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite, a-t-elle dit en posant le téléphone sur notre commode. L'écran s'est légèrement incliné sous ses mouvements,
me donnant un angle différent de notre chambre. C'est là que je l'ai vue, là, de mon côté du lit, sur ma table de nuit, posée comme il faut, comme si elle y était à sa place. Une Rolex. Pas n'importe quelle Rolex, mais une de ces submarinés tape à accent grave l'œil qui criait « Regardez tout ce que j'ai », de l'autre côté de la pièce. Le genre de montre qui coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 6 mois. Bon, j'ai bon goût en matière de montre. Je porte une Seiko toute simple, à l'heure exacte, qui ne me donne pas l'air de me faire pardonner. Mais celle-ci, c'était de la pure frime. Trop tape à accent grave l'œil, trop neuve, trop pas à moi. Mon cerveau a fait ce truc qui essaie de rationaliser ce qu'il voit. Peut-être qu'elle me l'a acheté. Non, elle l'aurait mentionné. Peut-être que c'était un cadeau de son entreprise, non. Parce que les agences de marketing sont connues pour distribuer des Rolex comme des bonbons d'Halloween. Peut-être qu'elle appartenait à son frère qui était en visite. Sauf que son frère vivait à Seattle et portait une Fitbit achetée chez Costco. La dure réalité m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Quelqu'un d'autre était entré dans notre chambre, quelqu'un qui pouvait se permettre de laisser négligemment une montre à $20 000 sur la table de nuit comme si c'était de la petite monnaie. Jasmine est revenue dans le champ, s'installant sur le lit avec sa bouteille d'eau, complètement inconsciente de la bombe qui venait d'exploser dans ma poitrine. Alors, demain, sait-on. Sac de couchage. Je l'ai peint moi-même pendant un long week-end, à enfiler manteau après manteau, en écoutant la musique à fond dont Jasmine se plaignait. Du rock classique, du blues, un peu de punk de mes années fac. La bande-son d'un type qui se rappelait peu à peu qui il était avant d'essayer de devenir l'homme qu'il pensait que sa femme désirait. Mais la transformation était plus importante que de la peinture. J'avais acheté un vrai bureau, en chêne massif, du genre construit pour durer, et je l'avais installé près de la fenêtre, où la lumière matinale était parfaite pour dessiner. Mes carnets de croquis étaient soigneusement empilés à côté, remplis de 3 semaines passées à redécouvrir ce que mes mains pouvaient faire quand mon cerveau ne gérait pas chaque ligne. Finalement, je n'étais pas si mauvais en article. Qui l'eût cru? Les papiers du divorce avaient été déposés. L'avocat de Jasmine, un charlatan en costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, avait appelé Sarah pour lui proposer un arrangement à l'amiable. Traduction, Jasmine voulait éviter un procès compliqué où tout le monde pourrait voir le film amateur dans lequel j'avais joué par accident. Ça me convenait. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais la liberté. La vente de la maison était déjà en cours. Trop de souvenirs, trop d'histoires partagées dans chaque pièce. De plus, j'avais découvert que je n'avais pas besoin de 220 mètres carrés pour être heureux. Un logement plus petit, qui m'appartenait depuis le premier jour, me semblait sacrément attrayant. Avec la valeur nette de la maison et la moitié de nos économies, j'avais assez d'argent pour faire ce à quoi je pensais depuis des semaines. Quelque chose qui aurait été impossible quand je jouais le rôle d'un homme marié responsable avec un prêt immobilier et une femme qui pensait que la sécurité financière était plus importante que l'épanouissement personnel. J'ai réservé un voyage en Espagne seul, 3 semaines à Madrid, Barcelone, et peut-être dans des villes plus petites si l'envie m'en prenait. J'avais toujours rêvé de voir le pro, de flâner dans le parc, de m'asseoir aux terrasses des cafés et de dessiner des inconnus en buvant du vin qui ne venait pas du rayon d'un supermarché. Jasmine aurait détesté chaque minute. Trop spontané, trop déstructuré, trop risqué pour quelqu'un qui planifiait ses vacances 6 mois à l'avance et codait ses itinéraires par couleur. Parfait. Le vol décollait un mardi matin d'octobre. Assise près du hublot, mon bagage cabine rempli de carnets de croquis et de fusains, j'observais le Connecticut disparaître sous mes yeux comme si un chapitre s'apprêtait enfin à se clore. Madrid était tout ce que j'avais imaginé et rien de ce à quoi je m'attendais. La ville était si vivante que notre quartier de banlieue ressemblait à une exposition de musée. Les gens veillaient tard, dînaient à 22h, considéraient chaque jour comme une occasion de fête plutôt que de simplement survivre. J'ai loué un petit appartement dans le quartier de Malizana, rien de luxueux, mais avec d'immenses fenêtres et un parquet qui craquait de la manière la plus agréable. Chaque matin, j'allais dans un café différent, commandais un café et des viennoiseries dans mon espagnol catastrophique, et remplissais des pages de dessins de tout ce que je voyais. Des vieillards jouant aux échecs dans le parc. Des musiciens de rue avec des guitares maintenues ensemble par du ruban adhésif et des rêves. Des couples se disputant passionnément au coin d'une rue, puis se réconciliant tout aussi dramatiquement 2 minutes plus tard. Ce genre d'humanité brute et honnête que j'avais en quelque sorte oublié pendant que j'étais occupé à être une adulte responsable. Un matin, assise sur le toit terrasse d'un café de la Latina,
regardant le lever du soleil peindre la ville d'or et d'orange, j'ai pris une photo. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. La vue était trop parfaite pour ne pas la capturer. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie de partager quelque chose de beau avec le monde. Je l'ai posté sur Instagram avec une simple légende. Certaines fins n'ont pas besoin de conclusion. Juste d'une porte qui reste fermée. En moins d'une heure, j'ai reçu des likes et des commentaires d'amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des copains de fac, d'anciens collègues, des gens qui se demandaient apparemment où j'avais disparu. Le Marcus dont ils se souvenaient, celui qui prenait des risques, qui riait fort, adorait l'art et n'avait pas peur d'échouer de façon spectaculaire, avait disparu depuis si longtemps qu'il l'avait probablement cru mort. Il s'est avéré qu'il venait d'être enterré sous 5 ans d'efforts pour devenir quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec une notification de SMS. Pendant une fraction de seconde, mon estomac s'est noué. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais ce n'était pas Jasmine. Elle a essayé de me contacter une seule fois depuis que les avocats ont pris le relais. Et j'ai supprimé ce message sans le lire. C'était de mon pote Jake de la fac. Le type qui avait toujours dit que j'aurais dû me consacrer à l'art plutôt qu'à la finance. Mec, c'est vraiment toi? Tu as l'air heureux. Vraiment heureux. J'ai regardé la photo à nouveau. Moi souriant comme un idiot sur un toit espagnol. Carnet de croquis dans une main, café dans l'autre. La ville entière s'étendait sous moi comme une promesse d'aventure à venir. Ouais, je pensais que c'était vraiment moi. Pour la première fois en 5 ans, j'écrivais ma propre histoire, et s'avère être beaucoup plus intéressant que celui que je vivais. Dernier jour, n'est-ce pas, demanda-t-elle d'une voix douce et normale comme toujours. À quelle heure part ton vol pour Chicago? Chicago, n'est-ce pas? J'avais une autre conférence prévue la semaine suivante. Elle connaissait mon emploi du temps mieux que moi parfois. En début d'après-midi, parvins-je à dire, ma voix étonnamment posée. J'avais hâte de rentrer, cependant. Elle eut ce sourire qui me faisait trembler les genoux. Maintenant, il me donnait la nausée. J'ai hâte de te revoir. Tu me manques. Les mensonges lui venaient si facilement, si naturellement, comme si elle s'était entraînée. On a discuté pendant peut-être 5 minutes de plus, mais je n'étais plus vraiment là. Je faisais semblant, disais les bonnes choses, riais au bon moment, pendant que cette montre me brûlait les rétines comme un néon clignotant. Ta femme te trompe. Je t'aime, dit-elle alors qu'on s'apprêtait à raccrocher. Je t'aime aussi, répondis-je machinalement. Puis l'écran devint noir, me laissant seul dans ma chambre d'hôtel banal avec la plus grande révélation de ma vie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas frappé le mur, ni donné de coups de pied dans la chaise, ni fait aucun de ces trucs dramatiques qu'on voit au cinéma. Je suis resté assise là un long moment à fixer mon reflet dans l'écran noir. Puis j'ouvre mon ordinateur portable. Frais de modification de vol, $200. Ça vaut chaque centime. Premier vol retour, 6 heures du matin. J'allais avoir des réponses. Tu sais ce qui est drôle avec les mensonges? C'est comme de l'eau de Cologne bon marché. La personne qui les porte trouve que ça sent bon, mais tout le monde sent que quelque chose pue à des kilomètres. Jasmine pensait que je m'envolais pour Chicago ce vendredi matin pour une autre conférence captivante sur les obligations municipales ou n'importe quel sujet déchirant au programme. Elle m'a même envoyé un texto à 5 heures du matin avec un joli petit bon voyage. Chérie, déchaîne-toi à Chicago. Un message à 2 cœurs qu'elle a dû lancer en 2 secondes avant de se retourner. Disons que j'avais une assez bonne idée de qui me réchauffait le cœur. Mais voilà le truc, quand on est analyste financier, on devient vraiment doué pour lire entre les lignes, repérer les incohérences et suivre la piste de l'argent. Et là, tout indiquait que ma femme était aussi fidèle qu'un politicien en pleine campagne électorale. Au lieu de filer à OR comme un bon petit mari, j'étais sur le vol Delta 447 pour Hartford, sirotant un café au goût de filtre à travers des chaussettes de sport et regardant par le hublot des nuages qui semblaient se moquer de moi. L'hôtesse de l'air n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, car apparemment, j'avais l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que sa pizzeria préférée mettait de l'ananas partout. Pendant tout le vol, je n'ai pas arrêté de penser à cette satanée montre. Elle était gravée dans ma tête comme un mauvais slogan publicitaire. Une Rolex submarinée. Probablement le modèle 116610 LN, si je devais deviner. Cadran noir, lunettes en céramique, tout le tralala. Prix de vente autour de $20 000. À peu près.
Le genre de montre qui dit « Je suis arrivé ». Ou plus précisément, je suis arrivé dans la chambre de votre femme pendant votre absence. J'avais fait une capture d'écran de l'appel FaceTime avant que l'image ne disparaisse. Ouais, je suis ce type maintenant. Le mari qui prend des captures d'écran de sa propre chambre comme une sorte de détective numérique. Mais elle était là, claire comme le jour, posée sur ma table de nuit, comme si elle était la maîtresse des lieux. L'audace était presque impressionnante. Presque. L'avion a atterri à Bradley International à 10h23. Et j'avais l'impression d'être dans un de ces films où le protagoniste marche au ralenti vers une confrontation qui change sa vie. Sauf qu'au lieu d'une musique dramatique, j'entendais des bébés pleurer et un type derrière moi qui expliquait à voix haute dans son téléphone pourquoi ses investissements en crypto-monnaie allaient assurément le rendre riche d'un jour à l'autre. J'ai pris un taxi au lieu d'appeler un Uber. Traitez-moi de vieux jeu, mais je voulais parler à quelqu'un qui ne me donnerait pas une étoile pour mon aisance conversationnelle. Le chauffeur était un Libanais d'un certain âge, Samir, qui avait son avis sur tout et n'hésitait pas à le partager. On dirait qu'on t'a volé ton argent de poche, a-t-il dit en me jetant un coup d'œil dans le rétroviseur alors que nous prenions l'I-91. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Des problèmes de femme. Étais-je vraiment si transparent? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a haussé les épaules. 23 ans de chauffeur de taxi. On voit le même regard 1000 fois. Des hommes rentrant tôt, la mâchoire serrée, regardant par la fenêtre comme si le monde leur devait de l'argent. C'est toujours des problèmes de femmes. Super. J'étais un cliché ambulant. Tu veux un conseil, a-t-il poursuivi sans attendre de réponse. Ce que tu crois savoir, tu le sais probablement. Fais confiance à ton instinct. L'instinct ne ment jamais. Le cœur, le cerveau, ils mentent tout le temps. Mais l'instinct dit la vérité. Samir, le chauffeur de taxi, se révélait plus perspicace que mes 3 dernières séances de thérapie réunies. Je l'avais fait déposer à 2 pâtés de maison de chez moi. Appelez ça de la paranoïa, appelez ça de la stratégie, mais je voulais aborder toute cette situation comme l'inquisition espagnole, inattendue et minutieuse. J'ai traversé notre quartier, passé devant la maison des Johnson avec leur pelouse impeccable qui donnait à la nôtre des allures de champ de bataille, devant celle du meunier, où leur fils adolescent dormait probablement encore de la fête à laquelle il avait assisté la veille. Notre maison était exactement la même que d'habitude, une maison coloniale blanche avec des volets noirs. Les rosiers que Jasmine avait plantés au printemps dernier et dont je m'étais plaint de devoir arroser l'allée où je lui avais appris à faire la vidange, car, et si on est bloqué quelque part et qu'on a besoin de vérifier ses fluides? Elle avait levé les yeux au ciel et m'avait dit que c'était à ça que servait la A. Mais elle avait appris quand même, parce que c'était le genre d'épouse qu'elle était, ou du moins le genre d'épouse que je croyais qu'elle était. Je suis resté là 1 minute, le trousseau de clés à la main, avec l'impression soudain d'ouvrir la boîte de Pandore. Une fois cette porte franchie, impossible de revenir en arrière. Fini l'ignorance béate. Fini l'idée de faire semblant que tout allait bien. Fini la complaisance des mensonges. Le double des clés était toujours caché dans le barbecue à propane sur la terrasse arrière, caché derrière la petite étagère latérale où nous rangeaions les ustensiles. Jasmine l'oubliait toujours. Un de ces petits détails qui semblait charmant quand nous étions jeunes mariés, et qui me semblait maintenant la preuve de son peu d'attention aux détails pratiques. Je suis entré par la porte de derrière, le plus silencieusement possible. La maison semblait différente, comme si elle retenait son souffle. Ou peut-être était-ce juste moi, essayant de ne pas hyperventiler en entrant dans ce qui était autrefois mon sanctuaire, et qui me donnait maintenant l'impression d'être en territoire ennemi. Tout semblait normal. La cuisine était propre, plus propre que d'habitude, en fait, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Jasmine ne nettoyait en profondeur que lorsqu'elle était stressée ou qu'elle attendait de la visite. Le salon était rangé. Des coussins disposés avec soin. La table basse débarrassée des magazines et autres bric-à-brac qui s'y accumulaient habituellement. On aurait dit une maison mise en scène, une de ces maisons témoins trop parfaites pour être habitée. J'ai sorti mon téléphone et regardé l'heure. 11h47. Si je connaissais l'emploi du temps de Jasmine, et après 5 ans de mariage, je devrais bien le savoir. Elle serait rentrée déjeuner vers midi. Elle avait instauré cette nouvelle habitude de rentrer à la maison pendant ses vacances. Elle disait que ça l'aidait à recharger ses batteries pour l'après-midi. Maintenant, je me demandais avec quoi exactement elle avait rechargé ses batteries. J'ai parcouru la maison comme un fantôme,
notant des détails auxquels je n'avais jamais prêté attention auparavant. De nouvelles bougies sur la table de la salle à manger. Des fleurs fraîches dans un vase que je n'avais jamais vu. Les bons verres à vin qui séchaient près de l'évier. Ceux qu'on n'utilisait que pour les grandes occasions. Apparemment, l'adultère était considéré comme une grande occasion. Je suis monté à l'étage, chaque pas sur le parquet grinçant comme pour annoncer ma présence à tout le quartier. La porte de notre chambre était ouverte, la lumière du soleil entrait par les fenêtres, rendant l'endroit chaleureux et accueillant. Le lit était fait, parfaitement fait, avec des coins militaires et tout. Jasmine ne faisait jamais le lit aussi bien. Bon sang, je n'étais pas sûr qu'aucune de nous deux le fasse aussi bien. Et là, sur ma table de nuit, il y avait l'espace vide où cette Rolex se trouvait 12 heures plus tôt. Debout dans ma propre chambre, les yeux fixés sur la table de nuit vide où la montre à $20 000 d'un autre type avait été jetée négligemment comme de la monnaie. J'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. Vous connaissez ce sentiment quand on entre dans une pièce et qu'on oublie pourquoi on est entré? C'était pareil, sauf qu'au lieu d'oublier pourquoi j'étais là, je me souvenais exactement pourquoi je ne devais pas y être. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'heure. 12h03. Si Jasmine s'en tenait à sa routine habituelle, elle arriverait dans notre allée dans une dizaine de minutes, probablement avec des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais qu'elle adorait, et je le supporte. Ce même restaurant thaïlandais où elle commandait un pad thaï épicé, et je prenais quelque chose de doux, car mon estomac ne supportait rien de plus excitant que du yaourt à la vanille. Et puis je l'ai entendu. De la musique. Pas n'importe laquelle. Notre musique. La playlist que nous avions passé des heures à composer un de ces dimanches après-midi paresseux, alors que nous étions encore en pleine lune de miel et que nous pensions que créer la bande-son romantique parfaite était la chose la plus importante au monde. Elle montait d'en bas, douce et jazzy, avec ce saxophone sensuel qui faisait toujours fermer les yeux à Jasmine et la faire danser comme dans un vieux film en noir et blanc. John Coltrane à Love Suprême, 3e morceau de notre playlist Soirée parfaite. Je le savais, car c'est moi qui l'avais ajouté après qu'elle se soit plainte que notre collection manquait de sophistication et de rock classique. Mon sang s'est glacé. Elle était à la maison et elle n'était pas seule. Voyez-vous, voilà le truc quand on est marié depuis 5 ans, on apprend les sons de sa maison comme un chef d'orchestre apprend une partition. Je connaissais la différence entre Jasmine marchant seule, d'un pas léger et rapide, généralement accompagnée de son fredonnement faux, et Jasmine accompagnée, plus lente, plus posée, ponctuée de conversations. À cet instant, j'entendais cette dernière. Des rires montaient du salon, pas son rire seul. Je connaissais ce son mieux que mon propre battement de cœur. C'était un duo. Son rire musical et lumineux se mêlait à quelque chose de plus profond, de plus masculin. Le genre de rire qui vient facilement quand on est à l'aise. Quand on n'a pas peur de se faire prendre, quand on pense que son mari est à 3 états de chez nous, à discuter d'obligations municipales avec une bande de costards qui sentent le désespoir et les cadres moyens. Mes mains étaient étonnamment stables lorsque j'ai sorti mon téléphone. La mémoire musculaire s'est rétablie. Le même calme que lorsque je présentais à des clients hostiles ou que j'expliquais la chute de leur portefeuille. Mon thérapeute appelait ça, compartimenter, cette capacité à enfermer ses émotions dans une petite boîte et à gérer les affaires du moment. Pour l'instant, il s'agissait de filmer la fin de mon mariage. J'ai ouvert l'application appareil photo et j'ai basculé en mode vidéo. Le bouton rouge d'enregistrement m'a semblé un défi. Vas-y, semblait-il dire, pousse-moi. Tu verras ce qui se passe. Découvre jusqu'où va ce terrier de lapin. Mon pouce est resté dessus pendant peut-être 2 secondes. 2 secondes à être encore le Marcus capable de faire demi-tour, de ressortir et de faire comme si de rien n'était. 2 secondes à entretenir le mensonge confortable que ma femme était fidèle et que mon mariage était solide. Et mon plus gros problème était de savoir s'il fallait investir dans les actions technologiques ou rester dans les obligations. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». Les rires sont devenus plus forts, plus intimes. J'entendais du mouvement en bas, des pas sur le parquet, le léger bruit sourd de quelqu'un posant quelque chose sur la table basse, le froissement du tissu. Était-il en train de danser? Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle dansait avec moi sur cette playlist, pieds nus dans notre salon, la tête sur mon épaule, me disant que je n'avais aucun rythme, mais elle m'aimait quand même. Tu es nul à ça, l'entendis-je dire, suivi de ce rire à nouveau. Le même rire qu'elle disait pour moi. Laisse-moi tranquille, fit la voix masculine. Je n'ai plus l'habitude. Plus l'habitude, Seigneur, depuis combien de temps ça durait-il?
Combien de voyages d'affaires avais-je fait en pensant qu'elle était à la maison et que je lui manquais, alors qu'en réalité, elle auditionnait. Des remplaçants? Je me dirigeais vers le haut des escaliers. Le téléphone tenait fermement dans ma main. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants. Le vieux parquet victorien craquait sous mes pieds. Les mêmes craquements que je maudissais en essayant de me recoucher en douce après des nuits blanches. Maintenant, j'en étais reconnaissant, car il couvrait le bruit de mon approche. On devrait probablement manger avant que ça ne refroidisse. La voix de Jasmine portait dans l'escalier. Pratique? Toujours pratique. Même au milieu d'une liaison, elle s'inquiétait de la température des aliments. Au bout d'une minute, l'homme répondit, « J'apprécie trop ça pour arrêter. » Ma mâchoire se serra si fort que je crus mes dents craquer. Trop. Comme si j'étais un obstacle gênant à leur bonheur, au lieu de, vous savez, son vrai mari. J'atteignis le haut des escaliers et jetai un coup d'œil dans le salon. De cet angle, je pouvais voir une partie du canapé, la table basse où 2 boîtes à emporter côtoyaient 2 verres à vin, les bons, bien sûr, et le bord de notre chaîne hi-fi qui fournissait la bande-son de mon enfer personnel. Mais je ne les voyais pas. Pas encore. La musique passa à quelque chose d'encore plus intime. Billie Holiday, comme tu es beau ce soir. Je l'avais ajouté après notre dîner d'anniversaire de mariage, quand Jasmine avait porté cette robe noire qui m'avait fait oublier comment former des phrases complètes. Elle avait dansé un slow avec moi sur le parking du restaurant, sans se soucier de qui nous voyait, me disant que j'étais l'homme le plus romantique qu'elle ait jamais rencontré. Apparemment, j'avais été rétrogradé. Je descendis encore 3 marches, me tenant près du mur, le téléphone à la main. L'angle s'améliora et je pus mieux voir le salon. Les coussins étaient disposés différemment. Une veste était drapée sur le dossier de ma chaise. Pas à moi. Certainement pas à moi. Bleu marine, d'apparence luxueuse, le genre de vêtements que portent les hommes pour avoir l'air sophistiqué tout en restant abordable. 2 marches plus bas, et j'aurai une vue dégagée sur le canapé. 2 marches plus loin, et je verrai exactement ce que ma femme avait fait pendant mon absence, gagner l'argent pour payer cette maison, ces meubles, cette vie, si nous avions construit ensemble. 2 marches plus loin, et il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La musique s'amplifia, la voix de Billie Holiday enveloppant les mots comme de la soie, et j'entendis Jasmine soupirer, ce soupir de contentement et de joie qu'elle avait l'habitude de pousser quand tout allait parfaitement bien dans son monde. Je fis ces 2 pas. Et voilà, j'étais là, debout dans mon propre escalier, tel un détective privé à bas prix, téléphone à la main, sur le point de surprendre ma femme en train de préparer ce qui, j'en étais presque sûr, n'était pas une séance d'organisation d'anniversaire surprise. La musique jouait toujours. C'était Miles Davis qui exécutait une performance douce et sensuelle qui, en temps normal, m'aurait fait penser à des dîners romantiques et à des dîners de chameaux. Au lieu de cela offrait la bande originale parfaite pour ce qui s'annonçait comme la pire représentation matinale de ma vie. Je les voyais maintenant depuis mon perchoir dans l'escalier. Jasmine était sur notre canapé. Notre canapé. Celui pour lequel nous avions passé 3 week-ends à faire des achats parce qu'elle avait besoin de la teinte anthracite parfaite et que je voulais quelque chose qui ne verrait pas les taches de pizza. Elle portait cette robe vert émeraude que je lui avais offerte pour notre anniversaire l'année dernière. Celle qui avait coûté plus cher que ma première voiture, mais qui la faisait paraître sortie d'un magazine. Et il y avait un homme mystérieux assis bien trop près de ma femme, vêtu de cette veste bleu marine que j'avais repérée plus tôt par-dessus une chemise blanche impeccable qui devait coûter plus cher que mes dépenses mensuelles en course. Il dégageait cette aura de professionnel accompli. Le genre de type qui conduit probablement une BMW et sait quelle fourchette utiliser dans les restaurants chics sans même y penser. Ils partageaient des serviettes hygiéniques directement du récipient, se nourrissant l'un l'autre comme dans une comédie romantique ringarde. Jasmine rit à quelque chose qu'il dit, inclinant la tête en arrière de cette façon qui me faisait autrefois bondir. Maintenant, ça me retournait l'estomac. Mais voilà le hic. Il ne traînait pas juste en bas, de façon inappropriée. Oh non, ça aurait été trop simple. Alors que je les observais à travers la rampe d'escalier comme une plante grimpante dans ma propre maison, j'ai réalisé qu'ils bougeaient. Ils montaient à l'étage vers ma chambre. Eh bien, cela arrivait, que je sois prêt ou non. J'ai monté les escaliers à reculons aussi discrètement que possible, ce qui, dans une maison construite en 1987 avec des planchers qui craquaient si on les regardait de travers, était aussi furtif qu'une fanfare.
Mais ils étaient trop occupés par leurs petits moments romantiques pour remarquer la symphonie de grincements et de gémissements provenant de l'escalier. Je me suis faufilé dans la salle de bain d'amis et j'ai laissé la porte entr'ouverte juste assez pour voir au bout du couloir. Mon téléphone enregistrait toujours, ce qui me semblait à la fois la chose la plus intelligente et la plus stupide que j'ai jamais faite. Intelligente parce que j'aurais des preuves. Idiote parce que j'allais avoir une preuve vidéo que mon mariage était mort plutôt que disco. Ils ont atteint le haut des escaliers et j'ai pu voir ce type pour la première fois. Il était plus jeune que moi, peut-être la fin de la vingtaine, avec cette confiance en soi naturelle qui naît de ne jamais avoir à se soucier de savoir si on est à la hauteur. Cheveux noirs, peau mate, il faisait probablement plus de sport que moi, ce qui, soyons honnêtes, ne voulait pas dire grand-chose puisque mon programme d'exercice consistait principalement à marcher de ma voiture à différents bureaux. « Votre mari a bon goût », dit-il en regardant les photos encadrées dans le couloir. Jasmine avait passé des heures à arranger des photos de nous, de notre mariage, de nos vacances, de nos réunions de famille, tous les moments forts de notre mariage soi-disant heureux. Si Jasmine avait corrigé, ce seul mot m'avait frappé comme un éclair. Bon goût, au passé, comme si j'étais déjà morte pour elle. C'est un type plutôt bien, poursuivit-elle, ce qui était osé venant de quelqu'un qui amenait son côté dans notre chambre. Juste ennuyeux, vous savez, prévisible. Sûr. J'avais été rétrogradé au rang de sûr. Le genre d'insulte qui fait mal parce que c'est probablement vrai. Oui, j'étais sûr. Je payais les factures à temps, je me souvenais des anniversaires, je réparais le broyeur à déchets. Quand il se bloquait. J'étais un bon mari, dans tous les domaines qui, apparemment, n'avaient plus d'importance. Ils ont disparu dans notre chambre et j'ai entendu la porte se fermer. Pas claquer, juste un léger clic. Cela signifiait qu'ils pensaient avoir toute leur intimité. Je suis resté planté là, dans la salle de bain d'amis, pendant une trentaine de secondes, à écouter les bruits étouffés venant du couloir, avec l'impression que ma vie entière appartenait à quelqu'un d'autre. Ça ne pouvait pas être réel. Ce devait être une sorte d'hallucination due au stress, provoquée par trop de beignets en salle de conférence et de café d'hôtel. Mais le téléphone dans ma main était encore chaud, toujours en enregistrement, et les sons provenant de ma chambre devenaient, disons, plus intimes à chaque seconde. C'est là que quelque chose a eu un déclic dans mon cerveau. Pas vraiment de la rage, plutôt une lucidité. Le genre de pensée froide et limpide qu'on a quand on se noie et qu'on réalise soudain qu'il faut nager ou couler. J'ai traversé ce couloir comme si j'étais la propriétaire, ce qui était techniquement le cas. Mon nom était inscrit sur le prêt immobilier. Mon argent avait payé le parquet qu'ils allaient probablement baptiser, et ma cote de crédit avait rendu possible tout ce bonheur suburbain. La porte de la chambre était fermée, mais pas verrouillée. Bien sûr, elle ne l'était pas. Pourquoi l'aurait-il verrouillée? J'étais censé être à Chicago pour me renseigner sur les obligations municipales et réseauter avec des gens qui prononçaient « portfolio » comme si c'était une langue étrangère. J'ai posé la main sur la poignée de la porte et j'ai pris une grande inspiration. De l'autre côté de cette porte se trouvait la fin de tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, mon avenir, ma conviction d'être marié à quelqu'un qui se souciait vraiment des vœux que nous avions prononcés devant ses parents, les miens et ce photographe de mariage hors de prix qui n'arrêtait pas de nous répéter de ressentir l'amour. J'ai tourné la poignée et poussé la porte, ni lentement, ni dramatiquement, je l'ai ouverte comme si j'entrais dans n'importe quelle autre pièce de ma maison. Ils étaient là, Jasmine et son remplaçant, plus jeune, plus en forme et apparemment plus excitant, emmêlés dans nos draps comme s'ils posaient pour la couverture d'un roman d'amour intitulé « Comment détruire un mariage en quelques étapes faciles ». Ils se sont figés comme des cerfs pris dans les phares. En fait, ce n'est pas juste pour les cerfs. Les cerfs ont la décence de s'enfuir quand on les attrape. Ces deux-là me fixaient comme si c'était moi qui n'avais rien à faire là. Le visage de Jasmine a affiché environ 5 expressions différentes en 2 secondes, surprise, culpabilité, panique, défi, et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme si elle en avait assez de se faufiler et qu'elle était prête à en finir avec cette conversation. Le type, dont je ne connaissais toujours pas le nom, ce qui rendait la situation encore plus insultante, a essayé de se couvrir de nos bonnes têtes d'oreiller, celles dont Jasmine avait insisté pour que nous en ayons besoin parce que le nombre de fils compte, Marcus. J'ai levé mon téléphone pour m'assurer qu'ils pouvaient tous les deux voir le point rouge d'enregistrement et j'ai souri. Le genre de sourire qu'on affiche au moment de lancer la chute d'une blague pas vraiment drôle. Ne t'arrête pas pour moi, ai-je dit d'une voix étonnamment posée. Je suis juste là pour le spectacle.
Tu sais ce qu'on ne te dit pas sur le fait de surprendre son conjoint en train de tromper? Ce n'est pas comme au cinéma, où tout le monde se met à crier et à balancer des objets, et où la bande-son devient dramatique. La vraie vie est bien plus gênante que ça. C'est plutôt comme surprendre ses voisins au karaoké. Inconfortable pour tout le monde, et personne ne sait vraiment quoi faire. Le silence dans cette pièce était si épais qu'on aurait pu l'étaler sur des tartines. Monsieur Veste Bleu Marine faisait un étrange tableau figé, comme s'il pensait que s'il ne bougeait pas, j'oublierais peut-être sa présence. Jasmine était devenue folle sous les phares, serrant nos draps en coton égyptien. Ce que je lui avais acheté pour Noël parce qu'elle disait que les draps ordinaires lui grattaient la peau, comme s'ils étaient une sorte d'armure protectrice. Et j'étais là, debout sur le seuil de ma chambre, mon téléphone à la main, me sentant comme le plus indésirable des invités. Marcus Jasmine a commencé à faire ce truc qui monte de 3 octaves quand elle est paniquée. Ce n'est pas, je veux dire, on n'était pas. Quoi? Les jeux interrompus, sincèrement curieux. Tu n'étais pas nu. Tu n'étais pas dans mon lit. Tu ne faisais pas d'aérobic horizontal avec Captain Fantastic pendant que j'étais censé apprendre des stratégies d'investissement à impôt différé. Ce type, appelons-le Ken parce qu'il avait cette idée de perfection plastique. Il a enfin trouvé sa voie. Écoute, mec, je peux t'expliquer. Oh, ça devrait être bien, ai-je dit en m'appuyant contre le chambranle de la porte comme je l'avais fait toute la journée. Explique-moi tout. Je suis tout oui. Ça devrait être mieux que câble. Kin s'est mis à chercher ses vêtements, qui étaient éparpillés dans ma chambre comme des preuves sur une scène de crime. Sa chemise était posée sur mon fauteuil de lecture, celui dont Jasmine se plaignait toujours qu'il prenait trop de place, mais dont j'avais refusé de me débarrasser car c'était le seul meuble de la maison qui m'appartenait entièrement. Son pantalon était empilé près de la fenêtre, et son boxeur, un modèle hors de prix, bien sûr, pendait à ma commode. Mais ce qui avait vraiment retenu mon attention était posé là, sur ma table de chevet, aussi imposant que du laiton et 2 fois plus brillant. La Rolex, ce sujet de conversation à $20 000 qui avait bouleversé mon monde 12 heures plus tôt. Je m'approchai et la pris, la retournant entre mes mains comme si j'examinais un spécimen particulièrement intéressant. Belle montre, dis-je sur le ton de la conversation. Submarinée, n'est-ce pas? Le modèle 116 600 d'ILN, si je ne me trompe pas, cadran noir, lunettes en céramique, mouvement automatique. Prix public, environ $20 000. À peu près. Kin s'arrêta net et me fixa du regard. Comment tu connais les montres, mon pote? Je travaille dans la finance. Connaître la valeur des symboles de statut fait partie de la description de poste. J'ai tenu la montre devant la lumière et je l'ai regardée briller. Mais tu sais ce qui est drôle? Ce modèle particulier a été abandonné, ce qui signifie que soit vous aimez vraiment les montres vintage, soit j'ai fait une pause pour un effet dramatique. Vous avez une femme qui vous a acheté ceci comme cadeau d'anniversaire, peut-être comme cadeau promotionnel, quelque chose de spécial comme ça. La couleur s'écoula du visage de Ken plus rapidement que l'eau dans le drain d'une baignoire. Bingo. Je suis sûr qu'elle sera ravie de savoir où a abouti son cadeau attentionné. J'ai continué en sortant mon téléphone de ma main libre. Comment s'appelait-elle déjà? Oh, attends. Vous ne l'avez pas encore mentionné. Mon mauvais. Ne le fais pas, dit Ken. Et pour la première fois depuis que je suis entré, il avait l'air vraiment effrayé au lieu d'être simplement embarrassé. S'il vous plaît, ne l'entraînez pas là-dedans. L'entraîner dans quoi? Ai-je demandé innocemment. Vos activités extrascolaires. Je pense qu'elle est déjà assez investie, n'est-ce pas? Je veux dire, elle a dépensé $20 000 pour cette petite montre. Jasmine était restée silencieuse tout ce temps, se contentant de regarder nos petits allers-retours comme si c'était un match de tennis. Maintenant, elle a enfin pris la parole. Marcus, pouvons-nous en parler comme des adultes? J'ai ri. En fait, j'ai éclaté de rire, ce qui a semblé nous surprendre tous les trois. Des adultes? Jazz. Les adultes les conjoints d'autres personnes dans leur propre lit pendant que leur mari est hors de la ville pour travailler pour payer l'hypothèque du dit lit. Elle tressaillit à la langue. Jasmine a toujours détesté quand je jurais, disait que c'était indigne de moi et me faisait paraître ordinaire. Eh bien, devinez quoi? Apparemment, être commun était le moindre de mes problèmes. Ken avait réussi à enfiler son pantalon et travaillait sur sa chemise, bougeant comme s'il désamorçait une bombe. Écoute,
je devrais y aller, marmonna-t-il, sans croiser le regard de qui que ce soit. Oh non, dis-je en lui faisant signe de s'asseoir. Je suis Marcus, le mari de Jasmine, l'homme ennuyeux, prévisible et sûr dont elle vous parlait à l'étage, et vous l'êtes? Il regarda Jasmine comme si elle allait lui jeter une bouée de sauvetage, mais elle était trop occupée à avoir une sorte de crise interne pour l'aider. David, dit-il finalement. Un gagne-pain en plus de faire des dégâts de ménage? Enfin, c'est plutôt un hobby, non? Je suis dans l'immobilier, dit-il doucement. L'immobilier? Bon, ça explique la montre. Le marché est bon en ce moment. Plein d'opportunités. Plein de femmes au foyer seules qui cherchent à améliorer leur situation. C'est vrai? David grimaça comme si je l'avais giflé. Bien. Je lui ai balancé son pantalon comme si je vidais les poubelles après un vide-grenier. Tes chaussures sont en bas, dis-je gentiment. À côté de ce qui est. Reste de ma foi et de ma décence humaine. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous les trouverez. Vous semblez plutôt doué pour trouver des choses qui ne vous appartiennent pas. David a attrapé son pantalon et a commencé à l'enfiler avec le genre d'efficacité désespérée que l'on ne voit habituellement que dans les situations d'urgence, ce qui, je suppose, était le cas. Marcus, s'il te plaît, dit Jasmine d'une voix petite et tremblante. Pouvons-nous juste quoi? Je l'ai interrompu. Fais comme si rien ne s'était produit. Revenez simplement à notre routine normale où je voyage pour le travail et vous auditionnez mes remplaçants. Continuez simplement à vivre ce beau mensonge que nous avons construit ensemble. Je me dirigeai vers la table de nuit et posai la montre de David avec un soin exagéré. Voici ce qui va se passer, David. Vous allez enfiler vos chaussures chic et votre veste chère et sortir de chez moi. Ensuite, tu rentreras chez ta femme. Et oui, je sais que tu en as une parce que personne ne s'achète une montre comme celle-là, et tu vas réfléchir très sérieusement à la question de savoir si 20 minutes de plaisir valaient la peine d'en faire exploser deux. Mariage. David hocha frénétiquement la tête, comme une figurine lors d'un tremblement de terre. Et puis j'ai continué, tu vas prier pour que je ne décide pas d'envoyer ce joli film amateur à toutes les personnes figurant sur ta liste de contacts parce que crois-moi, mon pote, je n'ai plus rien à perdre. Avez-vous déjà remarqué qu'un nom peut passer de beau à amer en 2 secondes chrono? Jasmine, depuis 5 ans, ce nom était pour moi une poésie. Je le murmurais dans le noir quand elle n'arrivait pas à dormir. Le criais dans des restaurants bondés quand je la voyais revenir des toilettes. Envoyez-lui des SMS avec des petits émojis de cœur comme une adolescente en mal d'amour. Jasmine, comme la fleur, exotique et odorante et délicate. Maintenant, ça sonnait comme des clous sur un tableau, comme un mot que je préfère. J'oublie que David faisait sa meilleure imitation d'un homme essayant de disparaître dans les airs, fouillant avec les boutons de sa chemise comme si ses doigts avaient soudainement oublié comment fonctionnaient ses vêtements. Le gars qui avait été tout en confiance il y a 10 minutes avait maintenant l'air de préférer subir un traitement de canal sans anesthésie. Dépêche-toi, Roméo, dis-je en vérifiant mon téléphone et j'ai des appels téléphoniques à passer. Pendant que David effectuait son obtention frénétique. Routine habillée, j'ai gardé mes yeux sur Jasmine. Elle s'était enveloppée dans notre couette, celle que nous avions choisie ensemble chez Bed Bath & Beyond après avoir passé 45 minutes à débattre du nombre de fils et des combinaisons de couleurs. Elle avait l'air petite là-dedans, plus petite que je ne l'avais jamais vue, comme si le poids de ce qu'elle avait fait la rétrécissait physiquement. Marcus, a-t-elle recommencé, et j'ai levé la main. Enregistrez-le. Quoi que vous soyez sur le point de dire, enregistrez-le. J'ai entendu assez de mensonges pour une journée. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, c'est exactement ce que je pense. J'ai rétorqué. C'est exactement ce que penserait toute personne ayant des globes oculaires fonctionnels. Vous déconnez dans mon dos, probablement depuis des mois, et la seule chose dont vous êtes désolé, c'est de vous faire prendre. David avait réussi à enfiler sa chemise, même s'il semblait s'être habillé dans le noir lors d'un tremblement de terre. Il se dirigeait vers la porte de la chambre comme un homme s'approchant d'une grenade réelle, espérant clairement s'échapper avant que les choses ne deviennent encore plus laides. Pas si vite, Casanova, dis-je en lui bloquant le passage. Nous n'avons pas tout à fait fini notre petite conversation. J'ai fouillé dans ma poche arrière et j'ai sorti son pantalon. Les plus chers qui coûtent probablement plus que mon paiement mensuel de voiture. Je les lui ai tendus comme si je remettais les poubelles pour le jour de la collecte. Votre char vous attend en bas, dis-je aimablement. Juste à côté de la fidélité, vous êtes tous les deux partis à la porte.
C'est incroyable comme il est facile d'enjamber des choses importantes quand on est pressé, n'est-ce pas? David a arraché son pantalon comme s'il était en feu, marmonnant quelque chose qui aurait pu être désolé ou pressé ou aurait pu être une prière à la divinité qui protège les destructeurs de maisons des maris homicides. Vous savez ce qui est drôle? J'ai continué à m'échauffer à toute cette histoire de fureur de contrôle. En fait, je t'ai apprécié pendant environ 30 secondes, David. Beau mec, visiblement réussi. Il raconte probablement de belles histoires lors des dîners. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis. Son visage s'est froissé comme un sac en papier. Écoute, Marcus, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Bien sûr que non, je l'ai interrompu. Vous venez de vous retrouver accidentellement nu dans mon lit avec ma femme. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Les accidents de glissade et de chute sont étonnamment courants dans le secteur de l'adultère. Jasmine a fait entendre ce petit blessé comme si elle était la victime de tout cela, comme si j'étais déraisonnable en m'opposant à ce que mon mariage soit en ruine. Ne le fais pas, dis-je en me retournant pour lui faire face. N'ose pas faire ce bruit. N'ose pas agir comme si c'était toi qui étais blessé ici. Je suis blessé, murmura-t-elle. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu le découvres. Comment voulais-tu que je le découvre? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment comptiez-vous annoncer cette nouvelle exactement? Skywriting d'une présentation PowerPoint. Elle resserra la couette autour d'elle comme si cela pouvait la protéger des conséquences de ses choix. J'allais vous le dire après la conférence de Chicago. J'allais vous asseoir et vous expliquer. Explique quoi? Comment avez-vous testé mon remplaçant pendant que je gagnais de l'argent pour payer sa maison? Comment tu utilises notre lit? Notre lit, Jasmine, pour ta petite expérience de crise de la quarantaine. David était maintenant entièrement habillé, agrippant ses chaussures comme des bouées de sauvetage. Il a regardé Jasmine une dernière fois, et j'ai perçu quelque chose dans ce regard qui a fait bouillir mon sang encore plus chaud. Ce n'était pas seulement du désir ou de la culpabilité. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait presque à de l'affection. Ce n'était pas juste une aventure. Ce n'était pas une relation aléatoire qu'elle regretterait le matin. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui signifiait pour eux deux quelque chose qui faisait plus mal que tout le reste réuni. Sortez, dis-je à David, ma voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. Sortez de chez moi, montez dans votre voiture et partez. Et si jamais je vous revois à moins d'1,5 km de ma femme, je ferai en sorte que cette vidéo soit envoyée à toutes les personnes que vous avez rencontrées, y compris votre patron, vos voisins et toute pauvre femme assez stupide pour être mariée avec vous. Les chiens de l'enfer le poursuivaient, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ensuite, c'était juste moi et Jasmine assis dans les ruines de tout ce que nous avions construit ensemble avec rien d'autre que la vérité suspendue dans l'air entre nous comme la fumée d'un incendie de maison. Le silence qui a suivi la grande évasion de David était du genre à faire bourdonner les oreilles. Soudainement coupé le courant, me laissant là-dedans un étrange calme cotonneux où même ma propre respiration semblait trop forte. Je me suis assis sur le bord du lit, de mon lit, du lit que j'avais assemblé de mes propres mains après avoir emménagé dans cette maison, maudissant le manuel d'instruction qui avait apparemment été écrit par quelqu'un qui pensait insérer une languette A et un emplacement B constituait une direction suffisante pour construire des meubles. Jasmine était assise par terre, les jambes croisées, lisant les instructions à haute voix et riant à chaque fois que je marmonnais quelque chose de créatif sur l'ingénierie suédoise. De bons moments, des temps plus simples. Des moments où ma plus grande inquiétude était de savoir si j'avais accidentellement installé la tête de lit à l'envers. Maintenant, j'étais assis sur ce même lit, regardant l'écran de mon téléphone en train de regarder la vidéo que je venais d'enregistrer. Ils étaient là, figés dans l'ambre numérique. Ma femme et son fistoy ont été pris en flagrant délit comme des cerfs dans les phares. L'horodatage indiquait 12h47. Un vendredi après-midi. Le jour de la mort officielle de mon mariage, conservé pour toujours en qualité HD. La technologie est une belle chose, n'est-ce pas, Marcus, dit doucement Jasmine. Elle était toujours enveloppée dans sa couette, ayant toujours l'air d'essayer de disparaître. Pouvons-nous s'il vous plaît en parler? Parler de quoi? Ai-je demandé sans lever les yeux de mon téléphone. À propos de la façon dont tu me mens depuis Dieu sait combien de temps. À propos de la façon dont vous avez transformé notre maison en votre nid d'amour personnel. À propos de la façon dont tu viens de me traiter d'ennuyeux et prévisible pour le gars avec qui tu triches. Elle tressaillit à cette dernière partie. Bien.
J'espérais que ça piquait. Je n'ai jamais voulu que tu entendes ça, murmura-t-elle. Mais tu le pensais vraiment quand tu l'as dit, n'est-ce pas? Je l'ai finalement regardé et j'ai été surpris de constater que je n'étais plus en colère. Pas exactement. J'étais autre chose. Quelque chose de plus froid. Quelque chose de plus définitif, sûr, ennuyeux, prévisible. C'est ce que m'apporte 5 ans de mariage dans votre livre. Vous ne comprenez pas. Je comprends beaucoup. Je comprends que pendant que je travaillais 60 semaines pour payer cette maison, vous passiez un entretien avec des candidats pour mon remplacement. Je comprends que même si je manquais des dîners et des célébrations d'anniversaire parce que j'essayais de nous construire un avenir, tu construisions un avenir avec quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mes contacts et j'ai commencé à faire défiler. Au-delà des numéros de travail, des copains d'université que je n'appelais plus, des lieux de livraison des restaurants et du gars qui a réparé notre climatisation l'été dernier. J'ai trouvé ce que je cherchais. Léonard Ross, le père de Jasmine, colonel de l'armée à la retraite, récipiendaire du Purple Hat, le genre d'homme qui repassait encore ses jeans et appelait les fils de tout le monde, qu'il les aime ou non. Léonard ne s'était jamais vraiment réchauffé avec moi. Oh, il était assez poli. Me serrait la main lors des réunions de famille et me posait des questions sur le travail. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il pensait que sa fille aurait pu faire mieux, qu'elle se contenterait d'un choix sûr au lieu d'attendre quelqu'un de plus excitant. Il s'est avéré qu'il avait raison. Elle recherchait l'excitation. Il lui a fallu 5 ans pour le trouver. « Que fais-tu » a demandé Jasmine, et j'ai pu entendre la panique s'insinuer dans sa voix. « J'envoie une carte postale », dis-je en joignant la vidéo à un message texte. Votre père a toujours dit que la communication était la clé d'une relation réussie. Je suppose qu'il devrait savoir à quel point sa fille a bien appris cela leçon. Marcus, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais j'étais déjà en train de taper. Message simple, propre, professionnel. Le genre de choses que Léonard apprécierait de la part de son gendre. Eh bien, je serai bientôt mon ex-gendre. Votre fille a été occupée. Envoyé. Le message a disparu de mon écran avec ce petit son satisfaisant, se frayant un chemin à travers le cyberespace pour annoncer que sa petite princesse était devenue exactement le genre de femme pour laquelle il l'avait élevée. Tu ne l'as pas fait, souffla Jasmine. Mais elle pouvait voir sur mon visage que c'était absolument le cas. Je l'ai fait. Et tu sais quoi? Ça faisait du bien. Vraiment bien. C'est comme dire enfin la vérité après des mois à vivre le mensonge de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Texte de Léonard. Appelle-moi maintenant. J'ai montré l'écran à Jasmine. On dirait que papa veut discuter. Dois-je le mettre sur haut-parleur? Elle pleurait maintenant, de grosses larmes coulant sur ses joues comme si elle était la victime de tout ça, comme si elle n'avait pas été l'architecte de tout ce désastre. Il va renie-moi, murmura-t-elle. Peut-être, dis-je en me levant et en mettant mon téléphone dans ma poche. Ou peut-être qu'il sera fier que sa fille ait enfin fait preuve d'initiative. Difficile à dire avec les militaires. Ils sont imprévisibles de cette façon. Je me dirigeais vers notre commode. Eh bien, ma commode maintenant, je suppose. Et j'ai commencé à sortir des vêtements. Chemise propre, cravate fraîche, ma belle veste. Celui que je portais lors de réunions importantes, de dîners de famille et d'autres occasions où avoir l'air professionnel comptait. Que fais-tu? Elle a demandé. S'habiller. J'ai des endroits où être, des gens à voir, des avocats à appeler. Il s'avère que mettre fin à un mariage représente presque autant de travail que d'en commencer un. Qui savait? Où vas-tu? J'ai enfilé la chemise propre, la boutonnant lentement et délibérément. Eh bien, je vais d'abord prendre un déjeuner. Toute cette excitation m'a donné faim. Et la nourriture thaïlandaise que vous avez commandée sent plutôt bon. C'est dommage de le laisser se perdre. Elle et mis à nouveau se sont blessés. Ensuite, je vais me rendre au centre-ville de Miller & Associates et discuter un peu avec leur avocat spécialisé en divorce. Sarah Miller, je crois qu'elle s'appelle, a été fortement recommandée par Jim Peterson. Tu te souviens de Jim à la fête de Noël? Sa femme a décidé qu'elle devait se retrouver l'année dernière. Il s'est avéré qu'elle s'est retrouvée dans l'appartement de leur garçon de piscine. J'ai rentré ma chemise, ajusté mon col. Après cela, je passerai probablement à la banque et m'assurer que vous n'avez plus de surprises qui m'attendent. Rejoindre des comptes peut être délicat de cette façon.
Marcus, s'il te plaît. Et puis j'ai continué comme si elle n'avait pas parlé. Je vais revenir ici et commencer à emballer tes affaires. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention aux objets cassables. Je suis prévisible de cette façon. Mon téléphone a encore sonné. Un autre texte de Léonard. En route. J'ai souri et j'ai levé le téléphone pour qu'elle puisse voir. On dirait que vous êtes sur le point d'avoir de la compagnie. J'espère que vous avez quelque chose de plus substantiel à porter que cette couette. Votre père a toujours été attaché à une tenue vestimentaire appropriée. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille, j'ai vérifié une dernière fois mon apparence dans le miroir. J'avais l'air bien, professionnel, bien organisé, comme un homme qui avait sa vie sous contrôle même si tout venait d'exploser. À bientôt, Jasmine. Cela a été éducatif. Et sur ce, je suis sorti de notre chambre, j'ai descendu nos escaliers, je suis passé devant les récipients de nourriture thaïlandaise toujours posés sur notre table basse et je suis sorti par la porte d'entrée de la maison que nous avions achetée ensemble alors que nous croyions encore en l'éternité. Ce qui est drôle, c'est que pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Vous savez ce qui est drôle de voir votre vie entière imploser un vendredi après-midi? Le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Les feux de circulation passent toujours du rouge au vert. Les gens promènent encore leurs chiens et quelque part, un barista vous demande toujours si vous voulez plus de mousse sur votre café au lait. C'est presque insultant de voir à quel point tout semble normal lorsque votre univers personnel vient d'être détruit depuis son orbite. J'ai roulé en ville pendant environ 3 heures, fenêtres baissées, musique allumée, avec l'impression de tout voir avec un œil nouveau. Le Starbucks où Jasmine et moi nous retrouvions pour des rendez-vous autour d'un café semblait plus petit d'une manière ou d'une autre. Le parc où nous avions eu notre première véritable dispute pour l'argent semblait moins important. Même notre restaurant préféré, l'Italien, l'endroit où nous avions célébré chaque anniversaire, ressemblait à un autre bâtiment avec une note Yelp décente. C'est incroyable à quelle vitesse les lieux perdent leur magie lorsque la personne avec qui vous les avez partagés se révèle être un passionné de yoga menteur, trompeur et apparemment très flexible. Au moment où je suis arrivé au cabinet d'avocat de Sarah Miller, j'étais dans ce que l'on pourrait appeler un espace de tête productif. Rien ne concentre l'esprit comme découvrir que votre conjoint a auditionné votre remplaçant pendant que vous gagnez l'argent nécessaire pour payer ses cours de yoga. Sarah Miller s'est avérée être exactement ce dont j'avais besoin, une femme d'une 50aine d'années aux yeux vifs qui avait clairement vu toutes les saveurs de désastre conjugal que le cœur humain pouvait imaginer. Elle m'a jeté un regard, m'a versé 2 tasses de café sans me demander si j'en voulais et a dit, « Alors, avec qui a-t-elle triché ?» Je l'ai aimé immédiatement. David Chin, un agent de l'immobilier, dis-je en m'installant dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Plus jeune, plus beau, gagne probablement plus d'argent que moi. C'est généralement le cas, dit sèchement Sarah en sortant un bloc-notes juridique. Comment les as-tu attrapés? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo. Elle le regardait avec le professionnalisme détaché de quelqu'un qui avait déjà tout vu, hochant la tête de temps en temps comme si elle examinait un état financier. Eh bien, a-t-elle dit, une fois terminé, cela devrait être assez simple. Le Connecticut est un État sans faute, mais des preuves d'adultère comme celle-ci peuvent certainement affecter les considérations de partage des actifs et de pension alimentaire. Depuis combien de temps es-tu marié? 5 ans, pas d'enfant, Dieu merci. Des biens, une maison, 2 voitures, un peu d'épargne, des comptes de retraite, rien de bien compliqué. Elle prenait des notes, posait les questions standards, expliquait le processus avec le genre d'efficacité qui me disait qu'elle avait déjà fait cette danse des milliers de fois auparavant. Déposer les papiers, signifier un avis, attendez une réponse, négocier un règlement, signer des documents, faites comme si les 5 dernières années ne s'étaient pas produites. Une chose, dit-elle alors que je m'apprêtais à partir. Changez vos serrures ce soir. Ni demain, ni la semaine prochaine. Ce soir. Faites-moi confiance sur celui-ci. Femme intelligente. Je me suis arrêté chez Home Depot sur le chemin du retour et j'ai acheté de nouveaux peines dormants, des poignées de porte, le tout 9 mètres. Ensuite, j'ai appelé le service de serrurerie de Rico. Je les ai trouvés sur Yelp. Classement 5 étoiles disponible le week-end. Rico s'est avéré être ce type trapu d'une 60aine d'années avec des mains comme des mitaines de baseball et le genre de moustache qui appartenait à une série policière des années 1970. Il m'a regardé debout dans mon allée avec un sac rempli de quincailleries de porte et m'a dit « Mauvaise journée. » Ça va mieux. J'ai répondu.
Problème de femme. Comment le saviez-vous? Il haussa les épaules en sortant des outils de sa camionnette. 30 ans dans ce métier. Navy Seal avec des outils électriques. Elle va être énervée quand elle essaiera de rentrer, a-t-il déclaré en testant la serrure de la porte d'entrée. C'est l'idée générale. Vous en êtes sûr? Une fois que je pars, il n'y a plus de retour en arrière. Ce n'est pas le genre de verrou par lesquels vous pouvez gentiment vous frayer un chemin. J'ai pensé à Jasmine enveloppée dans notre couette. David cherche désespérément son pantalon. L'expression sur leurs deux visages lorsque j'étais entré dans leur petite séance de délices de l'après-midi. Je suis sûr que samedi matin est arrivé tôt, grâce à ma nouvelle réalité où dormir après 6 heures du matin n'était apparemment plus une option. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai regardé le soleil se lever sur le quartier où je pensais construire un avenir avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. Vers 10 heures, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Puis une autre voix, le bruit des talons claquant sur le béton. J'ai regardé par la fenêtre d'entrée et elle était là, Jasmine, debout sur ce qui était autrefois notre porche, tenant un bouquet de lys blanc comme si elle visitait une tombe, ce qui, d'une certaine manière, était la tombe de notre mariage. Qu'il repose en morceaux. Lily était une délicate attention. Je devais l'admettre, c'est la fleur que j'aime le moins au monde. Mais elle n'avait jamais pris la peine de s'en souvenir. 5 ans de mariage et elle pensait toujours que les lys étaient romantiques au lieu de ce qu'ils étaient réellement. Des fleurs funéraires qui sentaient la mort et les promesses non tenues. Elle était habillée comme si elle allait à l'église ou à un entretien d'embauche. Dans cette robe bleu marine qu'elle portait lorsqu'elle voulait avoir l'air responsable et digne de confiance. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage était impeccable et elle avait cette expression sur son visage qu'elle réservait habituellement aux clients difficiles au travail. La sonnette a sonné, puis sonné à nouveau, puis s'est transformée en un assaut soutenu contre mon système auditif qui aurait impressionné un témoin de Jéhovah. Je me tenais derrière le rideau du salon, café à la main, la regardant appuyer sur ce bouton comme si cela pourrait annuler comme par magie les dernières 24 heures si elle essayait assez fort. Après environ 5 minutes de cette torture musicale, elle a commencé à frapper. Ce n'est pas un coup poli, le genre de coups agressifs habituellement réservés aux descentes de police et aux apocalypses zombies. Le son résonnait dans la maison comme des coups de feu, mais je restais là à siroter mon café, me sentant étrangement paisible. Elle essaya ensuite la poignée de porte, la faisant trembler comme si elle pensait que Rico avait peut-être installé des serrures trompeuses qui s'ouvriraient si vous y croyiez suffisamment. Comme cela ne fonctionnait pas, elle se dirigea vers la porte arrière. Plus de bruit, plus de frustration. Je pouvais la voir à travers la fenêtre de la cuisine, debout sur notre terrasse arrière dans sa robe à fleurs funéraires, l'air confus et de plus en plus désespéré, comme si elle ne parvenait pas à comprendre l'idée selon laquelle les actions pouvaient réellement avoir des conséquences. Mon téléphone s'est mis à sonner. La sonnerie de Jasmine enfin par Eda James, qui m'avait semblé romantique lorsque je l'avais créée et qui ressemblait maintenant à une blague cosmique. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis ça a sonné encore et encore. Au 4e appel, je commençais à me sentir désolé pour elle. De la même manière que vous pourriez vous sentir désolé pour une guêpe restée coincée dans un verre. Vous comprenez qu'il se débat, mais cela ne veut pas dire que vous allez le laisser sortir pour qu'il puisse vous piquer à nouveau. Vers midi, un camion s'est arrêté et Léonard Ross en est descendu, se déplaçant toujours avec cette précision militaire qui rendait la vie civile négligée en comparaison. Il était vêtu de son uniforme standard du week-end, d'un kaki repassé, d'une chemise boutonnée et de chaussures pouvant passer l'inspection. Il s'approcha de l'endroit où Jasmine tenait toujours ses lys fanées et dit quelque chose qui fit s'affaisser ses épaules. Puis il a regardé directement la fenêtre du salon où je me trouvais et a hoché la tête une fois. Le genre de signe de tête qui disait « Je respecte ce que tu fais ici, mon fils ». Ils ont parlé pendant peut-être 10 minutes sur ma pelouse, et je pouvais voir Jasmine pleurer, faire des gestes vers la maison, expliquant probablement en quoi tout cela n'était qu'un terrible malentendu, et si je la laissais entrer, elle pourrait tout arranger. Léonard écoutait avec la patience d'un homme qui avait élevé 3 filles et entendait toutes les histoires sanglantes du livre. Quand elle eut fini, il posa sa main sur son épaule, dit quelque chose qui la fit pleurer plus fort, puis remonta dans son camion. Avant de partir, il a baissé sa vitre et a crié assez fort pour que j'entende à travers la vitre, « Tu es un homme bon, Marcus. Tu méritais mieux que ça. » Puis il s'éloigna, laissant Jasmine seule sur le trottoir avec ses fleurs et ses regrets. Cette nuit-là, elle a appelé 17 fois. 17 ? Je le sais parce que j'ai compté.
Chaque appel aboutissait à la messagerie vocale, et chaque message vocal était le même mélange d'excuses, d'explications et de promesses que les choses seraient différentes si je lui donnais simplement une autre chance. Je les ai tous supprimés sans les écouter complètement. Certaines fins n'ont pas besoin de rappel. Le lundi matin s'est déroulé comme le premier jour d'un nouvel emploi. À parts égales terrifiante et excitante. Je me suis réveillé à 5h30 sans alarme, ce qui était bizarre parce que je suis normalement le genre de gars qui a besoin de 3 boutons de répétition et d'une dose de caféine 4 juste pour atteindre une conscience de base. Mais apparemment, rien ne déclenche votre rythme circadien comme découvrir que votre vie est une imposture totale. Premier arrêt, le bureau de Sarah Miller, où j'ai officiellement demandé le divorce. Il s'avère que mettre fin à un mariage est étonnamment bureaucratique. Des formulaires à remplir, des frais à payer, des cases à cocher, comme l'annulation d'un abonnement à une salle de sport, sauf que la salle de sport était toute votre vie et que les frais d'annulation représentaient la moitié de vos affaires. Sarah s'est acquittée de la paperasse avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cette danse plus de fois qu'un DJ de mariage. Divorce standard sans faute, a-t-elle expliqué. Mais nous citons des différences irréconciliables avec un ordre secondaire de preuve d'adultère. Cela devrait permettre aux choses de bouger sans problème. J'ai signé mon nom 17 fois. 17 signatures pour défaire ce qui avait nécessité une seule signature il y a 5 ans. Il y a probablement une sorte de mathématique cosmique là-dedans, mais j'étais trop occupé à devenir officiellement célibataire pour le comprendre. Combien de temps? Ai-je demandé. 90 jours minimum dans le Connecticut, mais compte tenu des preuves et du fait qu'elle voudra probablement que cela soit résolu rapidement. Sarah haussa les épaules. Pendant des mois, peut-être moins si elle ne conteste rien. Pendant des mois pour démonter complètement une vie. Il faut plus de temps pour avoir une barbe décente. Alors que les rouages juridiques commençaient à grincer, j'ai décidé de m'attaquer à la maison. Pas seulement nettoyer, purger, me débarrasser de toute trace de la vie que je pensais vivre. Il s'avère que 5 ans de mariage accumulent beaucoup de mensonges déguisés en souvenirs partagés. Première victime, notre album photo de mariage. Vous connaissez ces livres raffinés reliés en cuir qui coûtent plus cher que votre première voiture? Ceux où chaque image est censée capturer la joie pure et l'amour éternel. Ouais, ce truc est allé directement dans la cheminée. Regarder nos photos de mariage se recroqueviller et se transformer en cendres était étrangement thérapeutique. Nous étions là, jeunes et stupides et convaincus d'avoir découvert quelque chose qui déconcertait l'humanité depuis la nuit des temps. Mon moi de 29 ans avait l'air si confiant dans ce smoking, comme s'il avait gagné à la loterie au lieu de simplement s'inscrire pour des années de tromperie élaborée. Les flammes ont dévoré notre première danse, notre cérémonie de coupe du gâteau, cette stupide photo où nous nous nourrissons les uns les autres et rions comme si c'était la chose la plus drôle au monde. 5 000 $ de photographie professionnelle réduite en fumée et en regret en 10 minutes environ. Ensuite, les affaires de Jasmine. Vêtements, chaussures, livres. Cette collection de bougies parfumées qui donnait à notre maison une odeur de Bath & Body Works avait explosé. Je n'étais pas vindicatif à ce sujet. Elle n'a pas jeté ses affaires dans la cour ni fait don de ses robes de créateur à Goodwill par méchanceté. Je suis mesquin, pas stupide. Au lieu de cela, j'ai soigneusement tout emballé dans des boîtes, étiquetées chacune avec un Sharpie et les ai soigneusement empilées sur le porche. Boîte de déménagement professionnelle de qualité UHaul, chaque article enveloppé dans du papier de soie comme si j'emballais des décorations de Noël. L'étiquette sur chaque carton, propriété de Jasmine Aïe, temporaire. Parce que même dans ma colère, je ne pouvais pas me résoudre à être complètement cruel. Cependant, j'ai ajouté un pense-bête dans la dernière case. Retour à l'expéditeur. Le destinataire n'est plus à cette adresse. Mon téléphone a sonné pendant que j'enregistrais la dernière boîte. Le numéro de Jasmine, bien sûr. Je recevais des appels et des SMS depuis 3 jours d'affilée. L'équivalent numérique de cette attaque à la porte de samedi. Des excuses, des explications, des promesses de faire mieux et de réparer ce gâchis. Cette fois, j'ai répondu. Marcus, Dieu merci, a-t-elle dit avant même que je puisse lui dire bonjour. J'ai essayé de vous joindre. Vos affaires sont sur le porche, l'interrompis-je. Le ramassage du pressing a lieu jeudi. La clé de rechange n'est plus de rechange et les serrures ne vous reconnaissent plus. Bonne vie. Attendez, s'il vous plaît. Pouvons-nous simplement parler de ça comme des adultes? Nous sommes des adultes, Jasmine. Des adultes qui sont sur le point de divorcer.
Des adultes qui veulent apparemment des choses complètement différentes de la vie. Des adultes qui auraient probablement dû le comprendre avant que l'un de nous décide de commencer à acheter des améliorations. Silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai fait une erreur. Non, ai-je dit en regardant les cartons sur mon Porsche. Tu as fait un choix. Plusieurs choix, en fait. Et maintenant je fais le mien. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Propre pause. Précision chirurgicale. Plus de seconde chance. Plus de bénéfice du doute. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon nouvellement purgé avec une bière et j'ai vraiment regardé l'espace pour la première fois depuis des années. Plus vide, bien sûr, mais aussi d'une manière ou d'une autre plus honnête. J'ai sorti mon vieux carnet de croquis, celui que j'avais abandonné lorsque j'avais vraiment envisagé d'être un adulte responsable avec une carrière et une hypothèque. Les pages étaient jaunies et poussiéreuses, remplies de dessins de l'époque où je pensais que j'étais peut-être un artiste plutôt qu'un type qui analysait l'argent des autres pour gagner sa vie. J'ai commencé à dessiner. Rien d'extraordinaire, juste des formes et des ombres et tout ce qui sortait de mon crayon. Pour la première fois depuis des années, mes mains ont bougé sans consulter mon cerveau au préalable. Pas d'analyse, pas de remise en question, pas de question de savoir si ce que je créais était assez bon, assez pratique ou assez impressionnant. Juste moi, un crayon et la tranquille satisfaction de créer quelque chose qui m'appartenait entièrement. 3 semaines plus tard, je me suis réveillé dans une chambre qui me ressemblait pour la première fois en 5 ans. Fini la peinture beige que Jasmine avait insisté sur le fait qu'elle était sophistiquée et apaisante. À sa place point des murs vert forêt qui me rappelaient les sentiers de randonnée, les séjours en camping et toutes les aventures en plein air que j'avais abandonnées parce qu'elle préférait le service en chambre.